Des pénuries de médicaments dans les hôpitaux, pénuries de sédatifs, d'antibiotiques, d'anesthésiants, parfois de molécules aussi simples que le paracétamol. La crise sanitaire a prouvé l'incurie du gouvernement en ce qui concerne la préparation globale face à ce coronavirus, mais elle a aussi prouvé autre chose, notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Ces masques qu'on n'a pas acheminés par pont aérien depuis la Chine, et donc ces médicaments qui viennent à manquer alors que la France semble avoir abandonné dans ce domaine aussi toute politique industrielle ambitieuse. Une autre politique du médicament volontariste au service de la réduction des inégalités de santé est possible. C'est le credo de nos deux invités du jour en pleine crise sanitaire, deux activistes, deux experts du médicament, Pauline Londex et Jérôme Martin. Rosen Le Saint, tu es journaliste pour Mediapart. Tu vas passer cette demi-heure avec nous. Bonjour. Rosen, peux-tu nous présenter nos invités qu'on salue? Oui, alors Pauline Londex, bonjour. Vous êtes l'ancienne vice-présidente d'ACT UP Paris, association de lutte contre le sida, et Jérôme Martin, bonjour. Vous êtes l'ancien président d'ACT UP Paris, et en juin 2019, vous avez créé tous les deux l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Son but, demander des comptes au gouvernement et à l'industrie pharmaceutique sur l'investissement des pouvoirs publics dans la recherche sur les nouveaux médicaments, la distribution des traitements et puis la fixation des prix des médicaments. Alors, Pauline et Jérôme, première question assez basique finalement. Quelle est l'ampleur actuelle de la pénurie de médicaments en France qu'a révélé cette crise sanitaire? Et quels sont les médicaments pour lesquels ça tire particulièrement, où il y a eu lieu, il y a peut-être encore lieu actuellement d'être particulièrement inquiet? Je ne sais pas qui veut commencer. Jérôme, vas-y. La pénurie actuelle, dans la conjoncture du Covid, elle concerne principalement des médicaments de réanimation, de soins palliatifs, de gériatrie. Ça donc concerne des hypnotiques, des sédatifs, comme le midazolam, qui est la molécule de référence utilisée notamment en réanimation. Ça concerne des curares qui sont indispensables pour les intubations ou encore pour les opérations chirurgicales. Ça concerne certains antibiotiques et comme vous l'avez indiqué, par contre-coup, en fonction des moments, il peut y avoir aussi des tensions sur simplement le paracétamol, mais aussi sur des médicaments comme le Kaletra, qui est une combinaison d'antirétroviraux utilisés dans le cadre de l'infection à VIH et qui est actuellement utilisé dans le cadre d'essais thérapeutiques contre le virus du Covid. C'est ainsi, par exemple, qu'à Amiens, un essai a été retardé de plusieurs semaines parce qu'il manquait de ce médicament-là. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est vraiment pas nouveau, cette question des pénuries. Bien sûr que oui, la conjoncture mondiale explique en partie l'explosion du phénomène, mais qu'on est passé de 44 pénuries référencées par l'ANSM, enfin par les services de l'État en 2008, à 868 situations de rupture d'approvisionnement en 2018, en moins de 10 ans. Donc, c'est pas que le Covid, c'est pas que la crise sanitaire actuelle qui peut expliquer les pénuries. Alors justement, Pauline Landais, comment on explique ça? Le chiffre que Jérôme donne est assez frappant, hein, vraiment des difficultés en une décennie qui ont vraiment augmenté en termes de pénurie. Comment on explique, évidemment, toujours cette question assez basique, comment on explique que la 7e puissance mondiale est aujourd'hui cette diversité de pénuries dans toutes sortes de médicaments assez différents? Alors en fait, la France les firmes pharmaceutiques, notamment les firmes pharmaceutiques qu'on qualifie de françaises comme Sanofi, les multinationales ont délocalisé la production de matières premières et de médicaments déjà depuis pas mal d'années. Donc depuis depuis 1 ou 2 décennies, on a une production de matières premières qui est concentrée en particulier en Chine et en Inde, mais pas uniquement, mais principalement. En fait, on se rend compte que la production des médicaments a été complètement externalisée à la France pour des raisons de rentabilité, de coût de production, de volume de production. Donc, pour toutes ces raisons, les firmes pharmaceutiques ont préféré sous-traiter ou en tout cas produire ailleurs qu'en France. En fait, on se rend compte, cette crise sanitaire nous permet de réaliser à quel point nous sommes dépendants d'un marché du médicament qui est en fait vraiment axé autour de l'offre et la demande. Et donc, les firmes pharmaceutiques, en fait, produisent les médicaments comme des produits comme les autres.
Et alors, c'est vrai que la Chine a été frappée avant l'Europe par cette crise du Covid-19. Ces chaînes de production d'usines de médicaments ont été mises à l'arrêt. On avait des éléments qui permettaient d'anticiper les risques de pénurie de médicaments vitaux pour lutter contre le Covid-19. Vous avez commencé à tirer la sonnette d'alarme assez tôt. Comment le gouvernement a réagi quand vous les avez alertés sur ce sujet? Alors, on a alerté le gouvernement. En fait, il faut bien comprendre que donc les praticiens hospitaliers de l'AP-HP nous ont contactés, l'observatoire, il y a plus d'1 mois et demi maintenant, en nous disant voilà, on est vraiment à court de médicaments, le midazolam dont Jérôme a parlé ou les curares, il nous reste quelques jours de stock, on est très inquiet, on va avoir du mal à prendre en charge les patients. C'est une situation assez dramatique. Donc nous, on a entendu bien sûr leur appel. On s'est dit que c'était quand même grave que des praticiens hospitaliers se tournent vers nous pour nous alerter. Ça voulait dire qu'ils n'avaient absolument aucune réponse satisfaisante du gouvernement. Donc nous avons décidé tout de suite de communiquer sur le sujet pour interpeller donc le gouvernement. Nous avons dans un premier temps écrit au gouvernement en leur proposant d'ailleurs notre aide, puisque on connaît un certain nombre d'experts qui peuvent identifier les producteurs de matières premières des médicaments en question, ce qui permet, par exemple, dans une situation comme celle-ci, d'importer directement de la matière première et de produire le produit fini en France. Donc, ce qui aurait pu peut-être nous sauver à court terme. Donc, nous avons proposé tout ça au gouvernement et nous n'avons eu aucun retour, absolument aucun retour. Et alors, c'est vrai que cet expert, notamment Andrew Hill, dont vous parlez et que vous avez mis en relation avec le gouvernement, a créé un système qui permet d'identifier les matières premières des médicaments manquants. Il a proposé son aide au gouvernement. Le gouvernement britannique, lui, a saisi la perche et a utilisé son expertise. En France, non. Plus largement, vous dénoncez le manque de consultation des représentants de la société civile dans cette gestion de la crise sanitaire. Et d'ailleurs, Jean-François Delfrécy lui-même, le président du conseil scientifique aussi, comme l'a révélé Mediapart. Dans quelle mesure le gouvernement se prive-t-il ainsi d'expertise pour l'aider à résoudre cette crise alors? Parce que, en fait, votre question est tout à fait pertinente dans la mesure où le gouvernement, en fait, on est sur une question qui est quand même nouvelle pour des pays industrialisés comme la France. C'est-à-dire que, bon, c'est la question du médicament, bien sûr, n'est pas une question nouvelle, mais la question de l'approvisionnement, c'est-à-dire retracer toute la chaîne de production du médicament, est quelque chose que les autorités sanitaires en France n'ont pas l'habitude de faire, puisqu'on a l'habitude d'acheter des médicaments en produits finis dès qu'on en a besoin, et ça fonctionne comme ça. Donc nous, ce qu'on leur a proposé, c'est de mettre au service notre expertise qu'on a, expertise acquise, notamment en travaillant dans les pays du Sud, qui eux ont dû se poser cette question, ont été confrontés à cette question d'approvisionnement, de source d'approvisionnement en médicaments et en matières premières depuis longtemps. Donc, il paraît logique dans une situation comme celle-ci que le gouvernement, peut-être, en tout cas, il paraît logique que le gouvernement doivent s'ouvrir à des expertises autres qu'il n'a peut-être pas l'habitude, de consulter. Et donc, c'est ça qui nous a paru vraiment dommage, c'est-à-dire qu'ils ne saisissent pas cette opportunité. Et peut-être pour compléter sur ça, ça me paraît très important de rappeler que le gouvernement nous connaissait déjà. Oui, c'est-à-dire qu'on a proposé au mois d'automne, à l'automne dernier, dans le cadre du projet de loi de financement de sécurité sociale, un certain nombre d'amendements qui ont été repris notamment par la France Insoumise, mais aussi en deuxième lecture par la République En Marche. On a été reçu par le cabinet d'Agnès Buzyn, qui travaillait à ce moment avec le rapporteur du projet de loi de financement de sécurité sociale, sur des amendements qui proposaient notamment que l'on fasse toute la transparence sur l'origine des matières premières, des principes actifs, sur l'état des stocks, ce seraient des informations qui nous seraient très, très utiles. Le gouvernement a déjà à l'époque refusé et le rapporteur, Olivier Véran, avait refusé à ce moment-là des dispositions qui auraient été extrêmement utiles au démarrage de la crise. C'est-à-dire que la pénurie, elle est connue au moment, et elle est plus que connue au moment où la crise du coronavirus existe, puisqu'il y a eu des discussions parlementaires, que des amendements que vous et d'autres ont pu proposer pour améliorer la situation en termes de pénurie ont été rejetés. Donc ça, c'est hyper important à dire. Ça veut dire que, de fait, tous les éléments étaient sur la table. C'est-à-dire, quand on parle des masques et des tests, finalement, il y a une autre défaïance qui est celle-là. Rosane l'a dit, face à cette situation, vous avez tenté d'alerter, mais vous avez fait plus que ça. Vous avez saisi le Conseil d'État pour demander des réquisitions nécessaires face à la pénurie de matériel et de médicaments.
Donc, quelle a été la réponse et quelle a été plus largement la réponse du gouvernement face à cette question qui pose la question des réquisitions, pose la question de notre souveraineté et puis de l'intervention de la puissance publique en cas de crise. Donc, quelle a été la réponse? Est-ce que la réponse, c'est de dire non, non, on ne va pas entraver les règles du marché parce que même s'il y a une crise sanitaire telle que celle-là, on ne va pas changer les règles fondamentalement du marché? Alors, peut-être sur ça, la réponse du Conseil d'État, il y a un mois, a été de dire que l'action gouvernementale était suffisante et le Conseil d'État se fondait simplement sur des déclarations d'un certain nombre de représentants du gouvernement. Or, c'est un peu compliqué puisque ces déclarations, elles sont extrêmement problématiques. Le 28 mars, en conférence de presse, le gouvernement, et notamment Édouard Philippe, reconnaît la gravité des pénuries, reconnaît des tensions, reconnaît le caractère mondial de la demande, reconnaît la dépendance de la France, donc il reconnaît tous les problèmes, mais dit ensuite, nous procéderons à des réquisitions uniquement quand nous aurons le sentiment que c'est nécessaire. Et c'est assez compliqué puisque, qu'est-ce que c'est que le sentiment d'Édouard Philippe s'il se coupe totalement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, de la société civile, des experts de terrain? Pauline a indiqué tout à l'heure, il a quand même fallu que des soignants de l'AP-HP se tournent vers nous, association de bénévoles, pour être entendus de l'État, parce que dans un premier temps, le gouvernement refusait de prendre leur alerte au sérieux. On a donc là quand même un immense dysfonctionnement qui rend cette histoire de sentiment d'Édouard Philippe extrêmement inquiétant. Et donc les mesures du gouvernement, les réponses du gouvernement, c'est de faire confiance dans le marché, de faire confiance dans la bonne volonté des industriels du médicament et de se contenter ensuite de gérer la pénurie en avalisant des procédures qui rabaissent le standard des soins et en procédant à une répartition nationale des stocks, c'est-à-dire à déshabiller tel service pour essayer de rhabiller à tel moment, donc une gestion à très très court terme qui ne peut pas tenir. Ça ne peut d'autant moins tenir qu'en fait, même si là on nous parle du déconfinement, de sortie de crise, de plateau, d'entrée dans les hospitalisations, etc., et tant mieux, il faut vraiment, nous on est convaincus qu'il va y avoir une deuxième vague rendu très très probable par les erreurs de gestion du gouvernement, le manque de masques, de dépistage. Cette deuxième vague peut à nouveau encore toucher la Chine et l'Inde, donc bloquer les exportations. Il va y avoir dans les services hospitaliers le retour de patients dont les interventions chirurgicales ont été reportées dans le cadre du Covid, qui n'étaient pas urgentes et qui deviennent urgentes. Il va y avoir toute une série, voilà, donc un nouvel afflux qui risque à nouveau de recréer des tensions. Donc les causes sont structurelles, elles ne s'expliquent pas uniquement que par la conjoncture. Si rien n'est fait là, l'urgence va se renouveler et ça risque d'être encore plus terrible que les tensions qui ont pu être connues au mois d'avril. Et quels sont les pays justement qui ont pris des mesures de réquisition de l'appareil de production de médicaments autour de nous pendant cette crise sanitaire? Alors, il y a l'Espagne et l'Allemagne qui ont décidé assez tôt de réquisitionner. Je pense notamment à l'Allemagne sur la question des diagnostics, des tests. Ils ont réquisitionné Bosch, l'entreprise Bosch, et on voit que l'Allemagne a quand même mieux géré les questions de diagnostic et de tests que la France. Ils ont pu réaliser beaucoup plus de tests et ce, assez rapidement. En fait, les réquisitions leur ont permis à ces pays d'être beaucoup plus réactifs. C'est-à-dire, bien sûr, on pouvait peut-être pas anticiper l'ampleur de cette crise, mais les réquisitions et les mesures qui ont été prises il y a plus d'un mois et demi par certains pays ont permis de limiter, on va dire, l'ampleur de cette crise et d'y répondre d'une façon un peu meilleure que ce qui a été fait ici. Au-delà de la responsabilité du gouvernement que vous avez pointé, quelle est la responsabilité de l'industrie pharmaceutique finalement dans cette pénurie de médicaments à répétition? Alors, l'industrie pharmaceutique est de moins en moins intéressée par produire ces médicaments. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments qui ne sont plus sous brevet depuis longtemps. Donc, forcément, l'industrie préfère produire des médicaments qui vont lui rapportent plus d'argent. Ce qui nous a particulièrement choqués dans cette crise, c'est de voir que les entreprises du médicament ont saisi l'opportunité de cette crise pour essayer d'obtenir des prix plus élevés sur ces vieux médicaments. C'est-à-dire qu'il y a une forme de chantage qui est exercée par les entreprises du médicament, de dire oui, on veut bien relocaliser, mais bon, quand même, les prix des médicaments, notamment ceux qui sont utilisés en réanimation que Jérôme a cité tout à l'heure, ceux-là, il va falloir quand même réfléchir au prix parce que ça ne nous intéresse pas de les produire pour ces prix-là. Il faut quand même préciser que ces médicaments-là, qui peuvent coûter 1 euro la boîte, 2 euros la boîte, je pense au paracétamol, rapportent quand même énormément d'argent aux producteurs de génériques. Donc là, on a quand même des marges qui restent très importantes et très intéressantes pour des producteurs de génériques. Je pense que ce que tout cela montre, c'est l'illégitimité des prix des médicaments, des autres médicaments qui sont vendus à notre système de santé et à l'assurance maladie extrêmement cher.
Je pense par exemple au traitement contre l'hépatite C qui est toujours actuellement vendu, je crois, pour 36 000 euros maintenant le traitement. Avant, c'était 56 000 euros, alors que le coût de production est estimé à moins de 100 euros et que dans ces 100 euros, on a déjà une marge assez importante qui est incluse dans la méthodologie. Là où je veux en venir, c'est que cette crise révèle l'illégitimité des prix des médicaments et donc de ce que l'assurance maladie rembourse pour de nombreux médicaments. Et on voit que malheureusement, les entreprises du médicament ne sont intéressées que par le profit. Donc nous, notre réponse, c'est bon, si ça ne vous intéresse pas de produire ces médicaments, si les médicaments de réanimation ne vous rapportent pas suffisamment d'argent, voilà une raison supplémentaire pour que ce soit la puissance publique qui produise ces médicaments dont nous avons besoin parce que nous ne pouvons pas nous permettre des pénuries de ces médicaments. Comment vous imaginez les choses justement? Comment concrètement on pourrait faire pour restaurer ce que j'appelle, enfin je sais pas si c'est le bon terme, mais une souveraineté sanitaire, c'est-à-dire s'il y a des médicaments nécessaires que les laboratoires ne veulent plus produire, comment on les produit, quelles sont les pistes? Est-ce qu'il y a déjà finalement, on parlait d'exemples étrangers pour les réquisitions, est-ce qu'il y a d'autres exemples étrangers de pays qui récemment, peut-être dans cette dernière décennie, ayant vu les pénuries ça ou là, ont décidé de se réarmer pour être efficaces? Alors, je pense à un pays comme le Brésil qui, depuis 20 ans, a développé une politique publique très ambitieuse du médicament en disant, nous, on ne veut plus importer de médicaments. Les produits de santé, on veut en importer le moins possible. Donc, eux, ils ont décidé de produire des médicaments, des matières premières de médicaments et des réactifs et des matières premières de réactifs pour les diagnostics. C'est un pays qui, grâce à ça, a réussi vraiment à obtenir une sorte d'autonomie sanitaire qui est assez extraordinaire. Et donc, je pense au Brésil, je pense aussi à la Colombie qui a décidé il y a peu d'avoir une politique industrielle sur les produits de santé assez ambitieuse. Voilà, différents pays qui ont cette politique. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de production de médicaments encore, en tout cas en comparaison avec un pays comme la France. Donc oui, je pense qu'il y a un certain nombre de pays se rendent compte de l'importance de produire localement les médicaments. Il y a également, on peut citer également les pays d'Afrique du Nord. L'Égypte a un producteur qui a produit dans des volumes très importants, y compris la matière première, puis la Tunisie, le Maroc et l'Algérie également. Donc ça se fait, il y a des exemples. Donc on peut se réarmer publiquement, c'est ça qui est intéressant à dire, je pense, dans cette crise, surtout en ce moment, en effet, où on nous dit que rien ne sera comme avant, mais la politique, elle, semble continuer un petit peu comme avant et les solutions aussi. Une petite question sur les... Ça peut même se faire de façon urgente. Pardon Mathieu, ça se fait, mais ça peut se faire de façon urgente. On a par exemple une usine qui a été récemment fermée à Romainville, où donc il y a encore des machines, il y a encore des outils qui pourraient être réquisitionnés de façon extrêmement rapide, adaptés aux besoins, puisqu'il s'agit d'adapter les lignes de production, pour pouvoir produire les médicaments dont on a besoin actuellement. Donc c'est une usine qui produisait quoi? À Romainville, oui. Pardon? Des corticoïdes. D'accord. Et donc, elle pourrait être réactualisée pour aussi produire d'autres choses. C'est ça que vous dites. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette production de médicaments, on parle de petites molécules, c'est-à-dire issues de la chimie, et c'est quand même des produits de santé assez faciles à produire, comparativement à d'autres produits de santé. Donc, il est possible pour une usine qui produisait des corticoïdes de produire d'autres médicaments issus de la chimie qui sont donc assez simples à produire. Juste une petite question du coup sur les vaccins. Rosen, qui est avec nous, a publié cet article ce week-end sur justement le retard français en termes de vaccins, au sens où la France n'a pas pour l'heure débloqué de budget spécifique pour soutenir la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Dans cette grande course internationale aux vaccins, est-ce que vous pensez qu'on est déjà à la rue, que la France est déjà sortie de la course pour produire le vaccin qui va nous permettre de sortir du coronavirus? Jérôme, tu veux répondre? Je pense, il y a une première chose, c'est que c'est quand même quelque chose de très particulier de se dire qu'il y aurait une course française ou une course anglaise, etc. Et on est là encore dans des modèles de recherche scientifique qui sont assez compliqués. C'est une crise mondiale, comme l'a été le sida, comme l'a été beaucoup d'autres. Et on aurait besoin d'une collaboration internationale. Et on sait que dans le cadre de la lutte contre le sida, la rivalité dans la découverte du virus, par exemple, et des royalties ont amené en matière de crise sanitaire, puisque c'est quelque chose qui est directement responsable du sang contaminé et du retard du
de la mise à disposition du dépistage. Donc ça, il y a ce premier aspect. L'autre aspect, je pense, qui est très important en matière de financement de la recherche, du financement public de la recherche, c'est, on l'a évoqué, mais il faut vraiment l'expliciter, c'est le fait que nous sommes dans un système où on paie en fait 2 fois les produits de santé, une fois pour la recherche et une fois dans leur mise à disposition, puisqu'ils sont privatisés. Nous, ce qu'on demande, c'est effectivement de faire très attention à la traçabilité, voilà, être sûr de voir l'argent public qui a été utilisé pour la recherche et le développement, donc argent public en France, argent public européen, mais argent public américain, de façon à être sûr que ce sont nos produits, nos médicaments, et qu'ils ne puissent pas être brevetés et revendus à des prix défiant toute concurrence. Sinon, ça voudrait dire qu'on continue à payer les choses 2 fois. Et alors, avant même la crise sanitaire, vous vous êtes allié au collectif de soignants qui réclament davantage de moyens et de personnel, les collectifs interurgences et interhôpitaux notamment. Qu'est-ce qui vous réunit? Que dénoncez-vous en commun finalement alors? Je peux prendre la réponse, c'est la suite de ce que je viens d'indiquer, c'est que toutes nos dépenses de santé depuis plusieurs décennies sont de plus en plus tournées vers des dépenses indues, vers ces médicaments dont on a déjà financé la recherche et dont on nous demande de payer à nouveau le remboursement via l'assurance maladie. L'exemple le plus frappant ces derniers mois, c'est le Zolgensma, cette thérapie génique brevetée par une filiale de Novartis qui a pourtant été développée avec l'argent public de l'INSERM et avec l'argent de la générosité publique du Téléthon. Comment peut-on être amené à payer maintenant 2 millions d'euros une injection d'un produit qui a été déjà dépensé par le public? Donc, les exemples, on peut les multiplier, hein, vraiment sur Sanofi, il y en a énormément. Sanofi qui veut breveter l'insuline, une molécule qui existe déjà depuis près d'un siècle, qui veut breveter une combinaison d'antituberculeux tombés dans le domaine public depuis pas longtemps et dont l'intérêt combiné a été prouvé par, là encore, de l'argent public international. Donc, ce modèle-là où on rend public le risque et l'investissement, mais où on privatise tous les profits, ben, il épuise totalement nos dépenses de santé. D'où les discussions à n'en plus finir sur « ah là là, le trou de la sécu, ah là là, les dépenses, il faut de l'austérité, il faut de l'austérité ». Mais si jamais on ne pose pas le vrai problème, à savoir est-ce qu'on paie bien et à un juste prix le prix des médicaments, jamais on ne sortira de ce cercle vicieux en nous disant le trou de la sécurité sociale. Donc le lien avec le collectif interhôpitaux, interurgences qui travaille sur les questions des moyens à l'hôpital public, il est totalement logique puisque c'est bien nous, le constat qu'on fait et la demande qu'on fait de transparence, elle vise aussi à réinfléchir les dépenses de santé publique, qu'on cesse de nous dire il y a trop de dépenses de santé, mais qu'on dise on dépense mal, cessons de dépenser pour les profits des actionnaires 4 milliards de dividendes Sanofi. Sanofi s'apprête en pleine crise du coronavirus et alors qu'on manque de médicaments, Sanofi qui nous dit on n'a pas les moyens de réorienter la production en France, il faut que vous nous aidiez plus, reverse 4 milliards d'euros à ses actionnaires. Et pendant ce temps-là, il a fallu que les urgentistes fassent grève pendant 6 mois pour un premier geste qui était de 75 millions d'euros de la part de l'industrie pharmaceutique. 75 millions d'euros, c'est la moitié de ce que la France donne au titre du crédit impôt recherche à Sanofi depuis 10 ans. Hein, on donne 150 millions d'euros à Sanofi, alors même que Sanofi, depuis 10 ans, a licencié les postes de chercheurs et abandonné des pans entiers de recherche. Donc, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il faut vraiment se dire, ben oui, parce que tout l'argent est parti pour Sanofi et pour les autres industriels qui sont incapables de nous fournir les médicaments en situation de pénurie, qui sont incapables de répondre aux besoins de la population. J'ai une petite question pour terminer, parce qu'on approche de la fin de ce débat, malheureusement, qui est très intéressant. Et ça concerne finalement une question. On reçoit beaucoup de mails sur la boîte d'alerte libre de l'émission, mais également on voit bien sûr ça sur les réseaux sociaux énormément, y compris quand on fait des articles là-dessus. Il y a beaucoup de questions, on le sait, d'interrogations des abonnés, de tout le monde, autour de la question de l'hydroxychloroquine, donc le traitement qui est avancé par le professeur, avancé et pratiqué par le professeur Raoult à Marseille, mais également utilisé par certains hôpitaux, très bien dosé pour et de façon un petit peu discrète, quoi, pour le traitement du coronavirus. Qu'est-ce que vous qui dénoncez l'influence néfaste des laboratoires, qui parfois les conflits d'intérêts justement dans l'industrie du médicament, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que finalement, les gens qui défendent, qui se disent parfois que l'hydroxychloroquine pourrait être la réponse, ils le font parce qu'ils disent oui, ben c'est parce que les labos n'en veulent pas, c'est parce que les labos sont trop puissants, les labos sont trop influents, et donc du coup on ne veut pas de ce traitement. Ça m'intéresse d'avoir votre regard sur ce sujet pour conclure.
Peut-être pour commencer en tout cas à répondre à cette question, je pense qu'il faut rappeler, la recherche, il faut de la recherche. Il faut de la recherche avec des principes éthiques, avec des principes méthodologiques, parce que c'est une question éthique de faire de la recherche avec des principes méthodologiques. On ne peut pas mettre en danger les personnes, on ne peut pas, il faut respecter un certain nombre de méthodologies, et on voit bien que autour de la chloroquine, il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est que le professeur Raoult a des conflits d'intérêts avec Sanofi. Il faut quand même le préciser. Je pense que c'est important de le préciser. Peut-être, Jérôme, tu veux continuer à compléter cette réponse? Oui, c'est ce que l'on peut vraiment craindre. D'une part, l'hydroxychloroquine, en soins de dernier ressort face à une urgence, il est éthiquement possible qu'un médecin puisse le donner. Donc, moi, je ne comprends même pas où est le problème. L'enjeu, il est celui d'une recherche, et d'une recherche éthique où on a besoin d'informations, et ça, le professeur Raoult n'a pas rempli ces conditions-là. L'autre aspect éthique, c'est qu'on est en train de promouvoir une molécule dont on n'est pas sûr de l'intérêt dans le cas de la crise sanitaire, alors que la matière première peut servir pour des malades du paludisme, notamment. Donc, quand on a vu le problème de la pénurie, on est en train de créer en fait des espoirs avec des stocks aux États-Unis depuis un mois notamment, des stocks ont été beaucoup faits, qui créent des tensions sur les médicaments qui vont être utiles de façon avérée pour des malades du palu. Donc là, il y a une éthique au niveau international et un problème de répartition qui nous rappelle vraiment la question des inégalités de l'accès en santé dans un système injuste. Et enfin, comme l'a rappelé Pauline, l'hydroxychloroquine en France, c'est Sanofi. Donc, nous faire croire que tout d'un coup, la production de l'hydroxychloroquine, ça serait un petit laboratoire de gens gauchistes qui veulent le bien de la planète, c'est quand même une vaste blague. Et j'ai cité les exemples. On est particulièrement ici dans un truc où il faut être vigilant. Il faut absolument qu'il y ait une traçabilité de l'argent public qui a été utilisé pour tester l'hydroxychloroquine de façon à empêcher Sanofi de vouloir breveter rebreveter une molécule, de continuer de prolonger son brevet dans une nouvelle indication, alors même que cette nouvelle indication, si c'est avéré que c'est bon, aura été prouvée par de l'argent public. Et Jérôme, juste pour compléter ce que tu dis sur cette traçabilité, etc., ça s'applique aussi pour tous les autres candidats à traitement et candidats vaccins, etc. On voit qu'il y a déjà des tentatives des laboratoires sur d'autres molécules de les rebreveter pour des seconds usages, comme on dit. Donc, donc il va falloir qu'on soit très vigilant sur la traçabilité, sur la transparence autour de l'argent public qui a été investi en France et aussi dans d'autres pays pour le développement de ces médicaments. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à vous. Rosen, on te retrouve très vite sur Mediapart et on te lit en ce moment sur Mediapart avec ce très bon article sur les vaccins paru ce week-end. Pauline Londex et Jérôme Martin étaient avec nous. Ils sont les cofondateurs de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Je vous invite à retrouver leur blog très complet, leur édition plus exactement très complète sur Mediapart, Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. C'est très intéressant. Merci encore à tous les trois.